Bonjour et bienvenue. Le sujet de cette vidéo sont les polémiques et zones d'ombre des rapports de la Cour des comptes. Quand l'addition se révèle salée. Nous allons plonger dans les rapports parfois explosifs de la Cour des comptes. Au fil des ans, cette institution a dévoilé de nombreux dysfonctionnements dans la gestion des deniers publics, soulevant parfois des polémiques, voire des accusations d'omerta. Nous allons parcourir quelques-uns de ces dossiers sensibles, illustrer des chiffres clés, et mettre en perspective le coût réel pour la collectivité face à l'efficacité, parfois discutable, de certaines politiques publiques. Comme toujours, voici les sources et références. Avant d'évoquer les polémiques, rappelons la mission de la Cour des comptes. Créée en 1807 par Napoléon Ier, c'est une juridiction financière indépendante chargée de contrôler l'usage de l'argent public, État, collectivités locales, organismes de sécurité sociale et établissements publics. Sous la présidence de Pierre Moscovici depuis 2020, la Cour publie des rapports qui examinent la régularité des comptes, l'efficacité des politiques publiques et formule des recommandations. Mais parfois, ces constats dérangent et suscitent de vives réactions au sein de la classe politique. La SNCF et la dette ferroviaire. La dette ferroviaire avec intégration de SNCF Réseau est estimée autour de 35 milliards d'euros en 2019. La Cour des comptes avait souligné, dans son rapport de 2020, une hausse structurelle de la dette et des investissements parfois peu rentables. La Cour des comptes n'a cessé de pointer la dette abyssale de la SNCF. Les projets de nouvelles lignes à grande vitesse, rentables sur le papier, se sont parfois avérés peu utilisés ou trop coûteux. En 2019, l'État a repris une partie de la dette, soit 25 milliards d'euros, dans le cadre de la réforme ferroviaire, mais le problème de fond reste. Comment financer un réseau vieillissant tout en développant de nouvelles lignes? À ce sujet, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, déclarait en 2021 « Nous devons rendre la SNCF plus compétitive et arrêter de dépenser l'argent public sans véritable retour sur investissement ». Certains économistes estiment qu'une meilleure coordination des transports régionaux et une tarification incitative auraient permis d'éviter une telle spirale d'endettement. Le chantier de l'EPR de Flamanville est un véritable feuilleton qui illustre la difficulté de piloter des projets industriels d'envergure. Retards successifs, problèmes techniques, les surcoûts se chiffrent en milliards. La Cour des comptes, dans son rapport de 2020 sur la filière nucléaire, critiquait le manque de rigueur dans la planification et un pilotage défaillant. Historique et genèse du projet. Le projet de réacteur pressurisé européen, EPR, à Flamanville dans la Manche, a été lancé en 2007. Objectif initial, construire un réacteur de nouvelle génération, plus sûr et plus performant sur le plan énergétique, qui devait être opérationnel en 2012, date initiale. Budget prévu au départ, en 2006, 3,3 milliards d'euros. Le chantier était censé démontrer la capacité de la filière nucléaire française, avec EDF et Framatome, à exporter cette technologie de pointe. Le site de Flamanville devait servir de vitrine internationale. L'envolée des coûts et des retards. Des dépassements budgétaires successifs. Le rapport de la Cour des comptes de 2019-2020 a réévalué le coût à 8,5 milliards d'euros en 2012, puis à 10,5 milliards en 2015-2016, enfin à 12,4 puis 12,7 milliards en 2020, selon les sources. De récentes estimations évoquent même la barre des 13 milliards d'euros dépassés. Au total, on est aujourd'hui à près de 4 fois le budget initial. La Cour dénonce une accumulation de surcoûts résultant de l'addition de facteurs techniques, industriels et managériaux. Les causes identifiées par la Cour des comptes. Des difficultés techniques et défauts de conception comme des soudures non conformes, problèmes de cuve, matériaux à reprendre, etc. Les technologies employées, pilotage numérique du réacteur, innovation sur la sûreté, se sont révélées plus complexes à mettre en œuvre que prévu. Le manque de rigueur dans le suivi de chantier. La Cour des comptes critique le pilotage déficient et la sous-estimation initiale des risques. Les documents contractuels avec les sous-traitants auraient manqué de précision. La coordination entre EDF, Framatome, ex-Areva, et les entreprises sous-traitantes n'a pas toujours été optimale. L'inflation des normes et exigences de sûreté.
Entre le démarrage du projet et aujourd'hui, les standards de sécurité post-Fukushima se sont encore renforcés. Cela a entraîné des modifications en cours de route, ajout de dispositifs, reprise d'études, entre autres, faisant mécaniquement gonfler les coûts. Le manque d'expérience sur ce nouveau modèle de réacteur. Les EPR sont des prototypes complexes, dont la mise en place n'a pas bénéficié d'une large expérience préalable. Les retours d'expérience du chantier d'Olkiluoto en Finlande ont également révélé des difficultés similaires. Hausse de l'endettement. EDF doit porter ses surcoûts massifs. La dette du groupe s'alourdit, d'autant plus que d'autres projets nucléaires, au Royaume-Uni, par exemple, sont lancés en parallèle. La Cour des comptes s'inquiète des conséquences pour la filière nucléaire française, à l'export comme en interne, lorsque de tels retards et surcoûts se répètent. L'État, actionnaire majoritaire d'EDF, a dû soutenir financièrement l'opérateur. On retrouve cette situation dans plusieurs rapports qui insistent sur la nécessité d'un pilotage stratégique clarifié. Déclarations officielles et analyses économiques. Patrick Artus, économiste. Ce chantier est symptomatique d'un défaut de gouvernance et d'une absence de vision industrielle claire pour la filière nucléaire. Interview paraphrasée dans la presse en 2020. La Cour des comptes, rapport 2020 sur la filière électronucléaire. L'EPR de Flamanville illustre les dérives de coûts et de délais propres à une filière qui n'a pas suffisamment capitalisé sur ses retours d'expérience. Le ministère de la Transition énergétique reconnaît la nécessité de réinvestir dans le nucléaire pour la transition bas carbone, tout en soulignant l'importance d'améliorer la fiabilité industrielle et le respect des plannings. Scénario de rentabilité et enjeux futurs, le coût du mégawattheure, plus les coûts d'investissement explosent, plus le coût de production de l'électricité issue de Flamanville sera élevé si l'on se réfère aux calculs actualisés. Le retour sur investissement. EDF et l'État misent sur la longue durée. Un réacteur nucléaire est généralement exploité 50 à 60 ans, mais les retards différés augmentent le risque de ne jamais compenser intégralement la somme engagée. Enfin, l'image de la filière, d'autres projets EPR, Hinkley, Sizewell en Angleterre, ou d'éventuels nouveaux EPR en France, dépendent fortement de la réussite et de la crédibilité du modèle Flamanville. Réponses et pistes d'amélioration. Le renforcement de la coordination industrielle. La Cour des comptes préconise une gouvernance plus centralisée, avec des responsabilités mieux définies entre EDF, Framatome, l'Autorité de sûreté nucléaire, ASN, et les différents sous-traitants. Redéfinir un calendrier réaliste. Plutôt que d'annoncer des dates optimistes continuellement repoussées, la Cour recommande de structurer la planification de manière plus fiable, intégrant des marges de sécurité. La transparence et suivi budgétaire. Une plus grande transparence envers le Parlement et l'opinion publique sur l'évolution des coûts et sur l'état d'avancement des travaux. Mise en place d'indicateurs de performance, reporting régulier. Enfin, capitaliser sur le retour d'expérience. Les problématiques rencontrées à Flamanville doivent servir de leçon pour les futurs EPR et pour la maintenance du parc actuel. Environ 18 milliards d'euros, c'est le montant total des aides au logement, APL, ALF, ALS, versées chaque année, chiffre tournant entre 17 et 18 milliards selon les rapports et les périodes considérées. Selon la Cour des comptes, cela représente l'une des principales dépenses sociales de l'État, après les retraites et les prestations familiales. Entre 6 et 6,7 millions de ménages bénéficiaires touchent une aide au logement, selon les années d'observation. Parmi eux, environ 800 000 à 900 000 sont des étudiants, selon la Cour des comptes, variation selon l'année. Environ 40% des allocataires des aides au logement résident dans le secteur privé, location chez un bailleur. 45% environ occupent un logement social, HLM. Le reste, 15% environ, concerne des situations particulières, résidences étudiantes, foyers, entre autres. La Cour des comptes souligne une forte hausse de la dépense liée aux aides au logement sur la période 1990 à 2017, plus de 60% en euros constants. Cette évolution s'explique par l'augmentation du nombre de ménages locataires, la hausse des loyers dans les zones tendues, mais aussi par l'élargissement de certains critères d'éligibilité au fil du temps. Dans plusieurs de ces rapports, notamment en 2017 et 2019, la Cour des comptes souligne que les APL ont un effet inflationniste sur les loyers, notamment dans les zones les plus tendues, forte demande locative. Elle estime que chaque euro d'aide supplémentaire peut se traduire partiellement par une augmentation du loyer,
réduisant d'autant le gain réel pour l'allocataire. Les APL constituent un soutien financier important pour les ménages modestes. Elles concernent surtout des foyers dont les revenus sont parmi les plus faibles. D'après la Cour, elles réduisent significativement le taux d'effort en logement pour ces ménages, c'est-à-dire la part du revenu consacré au loyer. Les recommandations de la Cour des comptes. Mieux cibler les aides afin de ne pas subventionner indirectement la hausse des loyers et éviter d'aider des ménages moins prioritaires. La simplification. La Cour a souvent insisté sur l'empilement de dispositifs, APL, ALF, ALS, et sur la complexité des critères d'éligibilité. Contrôler plus étroitement le loyer pratiqué par les bailleurs, pour atténuer l'impact inflationniste. Réévaluer régulièrement les ressources des bénéficiaires. La réforme récente du calcul en temps réel, au lieu de l'année N2, répond en partie à cette recommandation. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe avait tenté d'ajuster ces aides en 2017, provoquant une vive polémique. La Cour insiste sur la nécessité de réformer en profondeur la politique du logement pour une meilleure efficacité à moindre coût. À chaque publication d'un rapport, certains responsables politiques crient bien évidemment au scandale, d'autres dénoncent des conclusions incomplètes. Voici quelques réactions marquantes. Emmanuel Macron, conférence de presse, 2018. Les rapports de la Cour des comptes sont essentiels pour guider nos réformes. Mais il faut veiller à ne pas geler toute initiative au seul prétexte de l'équilibre budgétaire. Anne Hidalgo, maire de Paris, déclaration à la presse, 2020. La Cour des comptes met en lumière certains dysfonctionnements, certes, mais oublie parfois le contexte social et l'urgence écologique qui dictent nos choix d'investissement. 2 exemples d'explosion de dettes et mauvaise gestion dans leurs fonctions. Thomas Piketty, économiste, interview au Monde, 2021. Le travail de la Cour des comptes est utile pour évaluer les politiques publiques, mais il ne doit pas se substituer au débat démocratique. Nous devons collectivement décider où placer nos priorités, quitte à accepter un certain niveau de déficit. Quel est, en fin de compte, le bilan coût-utilité de ces politiques et projets épinglés par la Cour des comptes? Tout dépend des indicateurs, création d'emplois, réduction des inégalités, compétitivité industrielle, transition écologique. Pour l'EPR de Flamanville, on peut espérer une énergie décarbonée à terme, mais au prix de plus d'une décennie de retard et de dettes massives. Pour la SNCF, les lignes à grande vitesse renforcent l'attractivité de certains territoires, mais la dette colossale pèse sur le contribuable. Pour les APL, elles aident de nombreux ménages, mais l'effet inflationniste sur les loyers soulève la question de la soutenabilité budgétaire. La Cour des comptes rappelle régulièrement qu'il ne suffit pas de dépenser. Il faut dépenser mieux. Et c'est là que le débat politique et social prend toute sa place. Pour conclure, les rapports de la Cour des comptes nous offrent une photographie souvent lucide, parfois sévère, de la gestion publique en France. Malgré une médiatisation parfois réduite sur certains sujets, ces audits mettent en lumière de vrais défis qui interrogent notre usage de l'argent collectif. La question reste ouverte. Comment mettre en œuvre les préconisations de la Cour des comptes pour améliorer l'efficacité de l'action publique, tout en maintenant la solidarité et l'investissement dans l'avenir? C'est un débat essentiel qui nous concerne toutes et tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à réagir en commentaire.